Et c'est donc ce principe espérance que Arnaud a introduit dans l'Université européenne de la recherche aux côtés de Madame Ernst Bloch elle-même. Et c'est cette espèce d'acharnement qu'il y a eu alors dans le camp de ce qui a été appelé le socialisme réel par ironie, par un auteur qui s'est retrouvé d'ailleurs condamné à 10 ans de forteresse aussitôt pour avoir donné ce titre à un de ses livres, c'était Rudolf Barrow, Barrow avec un H-R-O. Et nous étions tous à Berlin-Ouest pour célébrer le livre de Barrow, qui pendant ce temps était au silence de l'autre côté du mur, dans quelques forteresses exquises. Et c'est là que, justement, l'apothéose de Berlin-Ouest se signalait. Et elle se signalait aussi par la multiplicité des partis qui s'intitulaient communistes. Curieusement, Berlin-Ouest était la patrie des partis communistes, dans une multiplicité effarante. Il y en avait peut-être des douzaines. Alors que le lieu où il n'y avait aucun parti communiste, c'était Berlin-Est, puisque le parti communiste s'avait fusionné, soi-disant, avec le Parti social-démocrate, et il s'appelait Parti socialiste unifié, SED. Donc la lettre K n'existait pas à Berlin-Est. En revanche, elle foisonnait à Berlin-Ouest. Et voilà aussi les paradoxes extraordinaires de cette Allemagne des années 70, qui était au fond une extraordinaire terre de contradictions libres, de contradictions à l'état libre et d'électrons libres aussi. Et tout cela se résumait dans le moment qui est décrit aussi par Dutschke, où Ulbricht reçoit le philosophe de Berlin-Est, Wolfgang Harisch, le jeune philosophe, qui vient se plaindre à lui en lui disant « Écoutez, cher camarade Ulbricht, vous devriez vous en aller en beauté, parce que, voilà, ça ne va plus comme ça. » Alors l'autre le regarde en silence et appuie sur un bouton. Alors, il se dit, bon, voilà, je pars pour le cachot. Pas du tout, on lui apporte un café. Merveilleux coup de théâtre, ils prennent leur café ensemble, et c'est seulement à 5 h du matin, le lendemain, qu'il va être à la forteresse. Voilà l'indulgence extrême d'une idéologie qui n'est pas polyrythmique, pour ainsi dire, au sens de Rudi Dutschke et donc de Ernst Bloch. Alors, ce que j'aimerais peut-être voir avec vous en raccourci, puisqu'il ne nous reste plus qu'un petit quart d'heure, c'est le Stirner et Nietzsche d'Arnaud. Parce que là, nous avons une découverte à faire ensemble, c'est que Stirner a dû être lu par Nietzsche, bien qu'on n'a aucune preuve, mais que les preuves abondent, tout au moins les présomptions de preuve. Et tout ce travail minutieux que fait Arnaud nous tient en haleine pendant des pages, parce qu'on se dit, est-ce que nous allons le savoir? Eh bien, on est déçu, on voit que ce n'est qu'un auteur qui dit, c'est évident que, voilà, Nietzsche a lu Stirner, mais il n'a rien compris à Stirner, mais par ailleurs, il a corrigé Stirner, mais c'est autrement plus riche que Stirner, mais tout de même, on ne sait pas ce qu'il lui a pris, et tout cela, ça reste une énigme. Mais le livre d'Arnaud, dans sa première partie surtout, là, le Nietzsche et Stirner suivi de Nietzsche immoraliste, qui est apparu chez Quimet, eh bien, il nous donne vraiment un tableau de la richesse de cette pensée allemande post-hegelienne, celle que Marx et Engels, dans la Sainte Famille, décrit à sa façon, à leur façon commune, mais aussi en affublant Stirner d'une canonisation, puisqu'il devient Saint Max. Mais ce Saint Max, est-ce qu'il est l'ancêtre de Nietzsche? On ne peut le savoir vraiment, mais en tout cas, on a beaucoup appris quand on a suivi le travail d'Arnaud. Et ce qui me donne envie d'ailleurs de continuer avec lui cet effort, c'est que finalement,
on reste aussi sur sa soif, quand on suit le double itinéraire de ces deux penseurs, au sujet de Nietzsche. Finalement, Nietzsche, lui, qu'est-ce qu'il dit au juste? Et Stirner avait dit lui aussi que le moi était supérieur à l'humanité, mais il n'entendit pas par là poser un idéal ou fixer un but. Il affirmait simplement que le sujet, le moi, est supérieur à son prédicat, l'humanité, alors que selon Stirner, le moi s'affirme en imposant son indépendance, à la fois créatrice et destructrice absolue. Selon Nietzsche, on s'affirme soi-même en regardant l'écran de l'histoire, on s'affirme soi-même en affirmant une fin, en s'imposant le joug d'un idéal. Mais ça, c'est l'interprétation que Arnaud résume à partir du livre tout à fait passionnant d'Albert Lévy. Mais je crois que cela nous autorise à aller retourner un peu aux sources de Nietzsche pour voir de plus près qu'est-ce qui se passe chez Nietzsche au milieu de ce fourmillement de contradictions apparentes. Quel est le travail? Est-ce qu'il y a un travail dialectique chez Nietzsche? Bien, je crois que le mot dialectique n'est apparu de façon non négative qu'une seule fois, de façon ferme, mais c'est dans un des tout derniers textes, du dernier cahier du Nachlass, de l'œuvre posthume, des cahiers posthumes, il y en a 25, répertoriés par les publications Colli Montinari. Et dès le cahier 15, on voit apparaître des contradictions si flagrantes que ce sont peut-être elles qui nous livrent la méthode nietzschéenne que nous cherchons indéfiniment, et peut-être en vain, mais que nous croyons tout de même entrevoir. C'est un passage qui se trouve au tome 8.3 de la Gesamtausgabe, de la Kritische Gesamtausgabe, à la page 232, au tome 4 de l'édition Gallimard. Donc, dans page 200, voilà, tome 4, dernier. Qu'est-ce que je dis? Le tome ultime, 14. Page 200. Eh bien, là, dans ce cahier 15, nous trouvons une description du Chandala. Là, on va peut-être savoir qu'est-ce qu'il pense des parias, des esclaves, la sclave morale. Où est-ce qu'elle en est là, au cahier 15? Eh bien, elle est décrite sous le nom de Chandala, les parias des lois de Manu. Et les prêtres sont les Chandala, les bonimenteurs, les faux monnayeurs et les sorciers. Et puis tout à coup, il y a une mise à la ligne, et on est dans le Dagegen. Voilà la polyrythmie qui apparaît tout à coup. Et la polyrythmie nous dit, tout au contraire, le Chandala d'autrefois prend le dessus. Ist Oberhand. Dagegen ist der Chandala von ehemals Oberauf. Obermann. Voran. Voran, et voilà une longue énumération de six sujets, 6 exemples de Chandala. C'est tout à fait stupéfiant. Il y a d'abord les Gotteslästerer, les blasphémateurs. Voilà qui est intéressant pour nous, parce que nous avons connu un célèbre blasphémateur qui a été l'objet d'une fatwa dans notre siècle précédent. Et bon, il n'est pas péri de la fatwa, mais ça a produit beaucoup d'encre, en tout cas, et beaucoup de soucis pour Madame Thatcher à l'époque, qui était obligée de consacrer un budget pour protéger ce blasphémateur qui l'avait insulté d'ailleurs en passant. Alors, dagegen ist der Chandala, die Gotteslästerer, dit immoraliste, ça c'est souligné, parce que ça c'est une invention de Nietzsche lui-même, c'est un néologisme, il a fait surgir dans le lexique. André Gide prétendra qu'il l'a dit avant, mais